Vous avez bu ce soir? J'ai bu seulement 2 bières. Y a quoi dans les sacs poubelles? C'est des déchets du jardin. T'as 18 ans, c'est ça? Donc t'as toute ta vie devant toi. Et j'ai pas l'intention de la foutre en l'air en t'arrêtant ce soir. T'as compris? Fous-moi le camp d'ici. Bonsoir, ici Glenda, Cleveland. Pourriez-vous envoyer quelqu'un aux appartements Oxford rapidement? Quelqu'un est en train d'agoniser ou d'être tué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Madame Cleveland? Votre travail! Je peux écouter ton cœur qui bat. Je veux entendre ton cœur. Vous méritez une deuxième chance. Eh bien, vous pouvez vous réjouir parce que je compte vous l'accorder. Et quand vous aurez purgé votre peine, j'espère que vous aurez retenu la leçon et que vous reviendrez dans le droit chemin. Ce mec est passé à 2 doigts de me tuer. Et vous me dites que vous allez rien pouvoir faire du tout. Oui. Je vous ai appelé pendant des mois. Pendant des mois! Un homme est en train de se faire tuer! C'est comme si les gens n'avaient aucune valeur. On a beau faire tout ce qu'on peut, ils nous écoutent jamais. Donc, vous dites que l'une des victimes avait réussi à s'échapper et que 2 de vos hommes l'ont ramené chez Dahmer. Non, attendez, vous n'allez quand même pas le laisser ramener le petit chez lui? Laissez-nous faire notre boulot. Je supporte pas de voir ta sale gueule! Regarde-moi! Regarde-moi, je te dis, sale fils de pute! Je le savais, oui. Mais personne ne m'a entendu. She said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead, dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. Oh, que je vous avoue ce soir que je suis un peu plus énervée dans le bon sens que d'habitude. On tombe dans un terrain connu et je fais la confession ce soir dans notre émission Suspect X, podcast consacré aux phénomènes criminels, au true crime. On est dans un des classiques. Pourquoi? Parce que c'est Netflix qui l'a mis sur la map. De mon côté, je plaide coupable. Je suis tombée les 2 pieds dans la marmite des phénomènes de true crime et de criminels, de tueurs en série à cause de notre Suspect X de ce soir. Jeffrey Dahmer, mieux connu sous le surnom du boucher de Milwaukee et du cannibale de Milwaukee. Et pour en parler, j'ai mon acolyte, le maître, M. Christian Page. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Camille. C'est vraiment ça qui a ouvert le livre de mon côté pour en savoir plus, en apprendre plus, en connaître davantage de tueurs en série. C'est Jeffrey Dahmer qui a marqué la culture populaire, qui a marqué, je pense, la société, surtout chez nos voisins américains, dans les années 80 et 90. C'est ce. Alors que tu m'apprends quelque chose, donc si je comprends bien, ton intérêt pour le true crime est relativement récent. Très récent, oui, avec la série qui est parue sur Netflix en 2022, les conversations 2022. Enregistrées aussi, les tapes de Jeffrey Dahmer qui sont arrivées en octobre 2022. C'est là que j'ai découvert Mindhunter, c'est là que j'ai commencé à creuser un petit peu plus aussi sur d'autres histoires et qui m'a donné l'intérêt de faire cette émission avec toi carrément. Ah, ben ça me surprend beaucoup. Ben écoute, ce soir, tu vas être servi. Hein? On est dans un terrain qui va être connu. Effectivement, comme tu l'as mentionné, Jeffrey Dahmer. De mon côté, ça faisait quand même... J'ai suivi l'affaire Dahmer au moment où elle s'est produite, là, dans les années 90. On est au début des années 90. C'est une affaire qui a eu un énorme retentissement. Et il ne faut pas se le cacher, quand on parle de tueurs en série, dès qu'on consulte des encyclopédies du crime, c'est l'un des premiers noms qui apparaît dans la liste des tueurs en série, tellement ces crimes ont marqué l'imaginaire.
Donc, et Jeffrey Dahmer demeure encore un cas très particulier, c'est-à-dire que c'est difficile de le classer dans une catégorie. On sait que c'était donné de la nécrophilie, du cannibalisme. Certains ont évoqué des éléments à caractère occulte, parce que bon, il disait que il voulait fabriquer des zombies sexuels en leur perçant dans le cas de certaines victimes, il leur a percé des trous dans le crâne, déversé de l'acide, espérant en faire des zombies. Il regardait des films d'horreur, notamment son film fétiche était L'Exorciste 3. Et ensuite, il aimait s'incarner, il aimait croire qu'il était une forme d'incarnation du mal. Il arrivait même, il trouvait notamment dans Star Wars des personnages malsains. Il allait même se chercher comme des espèces de lentilles cornéennes de couleurs pour se donner des aspects mystérieux. Il y avait toute cette vision-là. Et il y avait également, il a bu du sang parce qu'il croyait qu'en buvant le sang de ses victimes, il allait comme absorber la victime, comme si la victime allait vivre en lui. Il gardait des crânes, des morceaux de cadavres chez lui. Il les faisait dissoudre dans de l'acide ou aussi dans des solutions. Et il avait pour idée de construire une espèce d'hôtel, où il allait placer des crânes et puis faire une espèce de mémorial à ses victimes. On est vraiment dans un cas qui est très déjanté, qui est celui de Jeffrey Dahmer. Évidemment, sans mettre la charrue avant les bœufs, c'est sûr qu'il y aura un procès dans le cas de Jeffrey Dahmer, et on peut comprendre que c'est un procès qui a fait couler beaucoup d'encre, non seulement par les révélations, mais également, on était ici sur la corde raide. Est-ce que Jeffrey Dahmer est un individu malade? Parce qu'il est clair que quand on prend connaissance de l'ensemble des crimes de Dahmer, on se dit qu'une personne qui est sain de corps et d'esprit ne commettrait pas des crimes de ce type-là. Et je vous le conseille parce que la série, Christian, elle nous tient au bout de notre siège. Il y en a que ce soir, on va relater, on n'a pas l'image. Des fois, ça peut être un peu percutant, là, mais il a eu des chances, Jeffrey Dahmer, dans sa vie. Là. Justement, on l'a entendu dans la bande-annonce. Je ne vais pas scraper ta vie à 18 ans. Il y a eu une victime qui... Il se fait arrêter par la police alors qu'il transporte une victime sur la banquette arrière de sa voiture, qui est enfermée dans des sacs de plastique. Et les policiers, quand le policier lui demande c'est quoi dans les sacs, Dahmer lui répond c'est simplement des ordures que je vais aller jeter au dépotoir municipal. Puis le policier lui dit parfait, continue ton chemin. Dahmer fait un demi-tour, retourne chez lui et enterre le cadavre dans le jardin. C'est vraiment un coup de chance quand même incroyable. Une des victimes, d'ailleurs, un des éléments qui va soulever énormément de débats dans l'affaire Dahmer, c'est une des victimes qui s'échappe de l'appartement de Dahmer. Les policiers la prennent, la retournent à Dahmer, et là, Dahmer la tue le même soir. On a comme ces policiers-là, éventuellement, ont été jugés pour licenciés. Oui, ont été jugés, ont été licenciés par la police de Milwaukee, et éventuellement, ils ont dû être réhabilités dans le service de la police parce qu'un juge n'a pas trouvé réellement une faute. Ils ont agi en bon père de famille. C'est toujours un peu cette expression qu'on connaît bien ici au Québec, d'agir en bon père de famille, quoique dans le cas présent, on peut quand même se questionner sur la non-assistance à la personne en question. Les policiers ont fait les coins ronds, il ne faut pas se le cacher, là, qu'on soit du côté des policiers ou non. Il y a eu quand même un manquement. Et replaçons les choses dans son contexte. On parle des années 80 aux États-Unis, homosexualité refoulée, très tabou, clientèle vulnérable, victimes, jeunes, des fois homosexuels, des fois des gens un peu vagabonds aussi. Donc, est-ce que la police prenait ça nécessairement au sérieux versus de l'autre côté, Jeffrey Lionel Dahmer, un homme blanc, jeune, qui a tout l'avenir devant lui aussi. On avait un combat, là. Oui, et tu l'as bien mentionné, non seulement des populations vulnérables, mais également une population noire. Principalement, les victimes de Jeffrey Dahmer étaient des jeunes hommes noirs qui fréquentaient des bars homosexuels. Donc, on peut dire qu'il y avait déjà deux prises contre eux. Là, Donc, ils sont homosexuels, ils sont noirs. Donc là, déjà, ce sont des personnes de seconde zone. C'est un peu comme ça. Et la police là-bas, évidemment, les services de police étaient majoritairement composés d'hommes blancs. Et on peut comprendre tous les préjugés qu'il y avait. Il y avait déjà donc bien sûr cette ségrégation, ce racisme qui était omniprésent, qui demeure omniprésent, il ne faut pas se le cacher. Et ensuite, il y avait tout
tous ces préjugés qu'on avait sur les populations homosexuelles. Donc, alors, mais remettons les choses dans le contexte. On parle de ce Jeffrey Dahmer. D'abord, qui est-il? Il est né en 1960, le 21 mai 1960, et comme on va le voir, il est décédé le 28 novembre 1994, alors qu'il était détenu dans la prison à Columbia, en Ohio. Pas en Ohio, pardon, mais au Wisconsin. Il est donc le fils de Lionel Dahmer, qui est un chimiste, et de Joyce Annette, qui est née sous le nom de Flint. Et on n'a pas trouvé, dans le cas des tueurs en série, souvent on retrouve dans le passé ou dans la petite enfance de ces tueurs-là, des événements marquants qui vont les transformer, qui vont les placer sur une espèce de trajectoire d'assassin, ce que l'on ne trouve pas chez Dahmer. Il n'a pas... il y a un peu sa mère va vivre une dépression alors qu'elle est enceinte, et... ensuite, lorsque Jeffrey va avoir 18 ans, ils habitent à ce moment-là à Bath, en Ohio. Le couple va se divorcer. Le père va aller vivre dans un motel local. Elle, éventuellement, va quitter le domicile familial avec le plus jeune frère de Jeffrey, son unique frère d'ailleurs, qui est de 6 ans son cadet. Et elle va quitter la maison familiale. Mais ce sont des événements. Il y a un peu d'alcoolisme. Madame Dahmer est une femme qui a un peu, comme on dit, le coude léger. Mais en dehors de ça, ce sont des éléments qu'on trouve dans plein de familles nord-américaines. On ne trouve pas dans le passé de Jeffrey Dahmer des espèces d'abus physiques, psychologiques, agressions sexuelles ou des trucs comme ça. Il n'y a rien réellement de sordide dans l'enfance de Jeffrey Dahmer, ce qui fait de lui un personnage encore plus étonnant au niveau de sa psychologie. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'enfant, il est peu sociable. Il n'a pas beaucoup d'amis et il va développer assez tôt, déjà vers 9 ou 10 ans, ce qu'on découvre, c'est qu'il a une passion, appelons ça une passion, mais disons une espèce d'obsession pour l'anatomie, pardon. Oui, et la donc, taxidermie avec son père. Ouais. Moi, c'est ce bout-là, c'est mon plus gros drapeau rouge. Si tu me dis qu'il n'y avait pas de signaux, là, je vais te dire, Christian, ça, c'en est un, ramasser des animaux morts. Là, ben oui, c'est le bord de la route. Mais il ne tue pas les animaux. Tu vois, là aussi, on est dans un état qui est assez différent. Dans le cas des tueurs en série, les tueurs en série, souvent, ils vont développer dès un jeune âge, ils vont développer une espèce d'obsession, ils vont torturer, faire du mal à des animaux. Souvent, également, ils vont développer une envie de mettre le feu partout. Souvent, les crimes d'incendiaire sont souvent associés à ce développement du tueur en série. Dans le cas de Jeffrey Dahmer, on n'a pas ça d'aucune façon. Non seulement il ne développera pas un intérêt pour les incendies, mais c'est vrai qu'il y a cette étrange passion qu'il développe dès la fin de l'enfance, au moment d'entrer dans l'adolescence, cette fascination qu'il a pour l'anatomie et la taxidermie, mais il ne tue pas d'animaux, ne les torture pas, il récupère des animaux morts, les ramène chez lui, toujours dans le domicile familial qui est à Bath. Il y a sur la propriété une espèce de petit hangar que Jeffrey va transformer en un atelier de taxidermie. Oui. Donc, il récupère les os des animaux. Il a une espèce d'obsession autour de ça, de voir comment les organes fonctionnent entre eux. Donc, il se plaît à dépecer ces animaux morts. Mais on n'a pas dans l'enfance de Jeffrey Dahmer ou dans le début de son adolescence, on n'a pas d'obsession envers la torture des animaux vivants. Il ne fait pas ça. Il a simplement une passion pour la taxidermie. Là où ça devient un peu étrange, c'est que dans certains cas, lorsqu'il récupère ces animaux morts, il va également, appelons ça comme ça, une ritualisation de ces animaux-là. Non seulement il va surtout les dépecer pour voir comment ils sont faits à l'intérieur. Oui. Dans certains cas, il va les empailler, donc c'est directement la taxidermie. Mais également, dans certains cas, il va comme clouer la carcasse d'un chat mort sur une croix en bois. Il va empaler un chien sur un pic en bois. Mais entendons-nous, ces animaux-là sont déjà morts. Il ne les torture pas. Il ne fait que ritualiser le cadavre de cet animal qu'il a entre les mains.
Et puis voilà qu'au début de l'adolescence, il va, alors que les hormones commencent à le travailler, comme on dit, il va découvrir son homosexualité. Une homosexualité, d'ailleurs, qu'il va réprimer toute sa vie. Hein. D'ailleurs, lorsqu'il va être arrêté, il va confier aux policiers qui vont l'interroger qu'il est un homosexuel, il le reconnaît, mais il déteste cet état-là. C'est un peu comme s'il avait essayé toute sa vie de combattre ses pulsions homosexuelles. Il faut dire que dans la famille Dahmer, et en particulier, on va voir qu'il va aller vivre chez sa grand-mère, qui est excessivement croyante. Hein. Elle est protestante et elle a souvent une Bible à la main. Bon, elle évoque souvent les châtiments divins. D'ailleurs, Jeffrey va confier qu'il n'a jamais avoué à sa grand-mère son homosexualité, sinon il aurait été jugé durement à cause justement des visions un peu religieuses et des préjugés, souvent associés à la religion, dont elle taxait l'homosexualité. Donc, c'est quelque chose qu'il va tenter de réprimer. Et à partir de là, déjà adolescent, on le retrouve et on le voit bien aussi dans la série de Netflix. Hein, il développe des problèmes d'alcool. Hein, il se met à boire de très jeune, dès l'adolescence. Il fume également de l'herbe. Bon. Et puis, éventuellement, dans cette trajectoire, il y a également tout l'environnement, la cellule familiale qui va commencer à se désagréger. En 1977, ses parents divorcent. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, son père va vivre dans un motel local, alors que sa mère va vivre encore un temps dans la résidence familiale de Bath, mais à un moment donné, c'est une femme assez frivole, pas dans le sens du terme sexuel. Hein. C'est une femme frivole qui a besoin d'air, qui a besoin de changement. Et puis, bon, à un moment donné, du jour au lendemain, elle décide de quitter cette cellule familiale. Elle part vivre ailleurs. Elle emporte avec elle le petit frère cadet de Jeffrey, David. Et puis, Jeffrey se retrouve seul dans la maison où il est âgé de 18 ans. Il a cette grande maison pour lui. Et à ce moment-là, déjà, il est un peu perdu dans ses fantasmes. Hein. Il commence à fréquenter l'université de l'Ohio, mais à travers tout ça, il y a cette espèce de sexualité qui commence à prendre de plus en plus le pas sur sa propre réalité. Il cache son homosexualité, mais en même temps, seul, il rêve d'avoir des esclaves sexuels. D'ailleurs, il y a des éléments qui vont caractériser toute la trajectoire d'assassin de Jeffrey Dahmer. Et ces éléments-là sont bien cette idée d'avoir des gens, des esclaves sexuels. Quand on entend esclaves sexuels, on entend une passivité absolue. Des gens dont il a le contrôle absolu. Ça fait partie de ses obsessions, de ses grands fantasmes. Et le deuxième fantasme qu'il a, ou est-ce un fantasme ou plutôt une peur maladive, c'est celle de l'abandon. Certains vont dire, est-ce que le fait que sa mère soit partie avec son frère fasse partie de cette vision de l'abandon? C'est difficile à dire et lui-même, Jeffrey Dahmer, dans les confidences qu'il va faire, ne fera jamais ce lien-là. Mais c'est sûr qu'il a cette obsession de l'abandon. Lorsqu'il trouve des gens qui lui plaisent, il a toujours cette peur que ces gens-là le quittent. Et en fait, une grande partie des meurtres qu'il va commettre, c'est dans le but de répondre à cette peur qu'il a en se disant, si je l'assassine, cette personne-là restera avec moi pour toujours. Okay. Il va conserver des parties de ces corps-là, les crânes, parce qu'il a l'impression qu'il garde ces gens pour lesquels, a-t-il ou non ressenti de l'affection, c'est difficile à dire, mais il a l'impression que ces gens-là vont demeurer autour de lui. Et là où, peu à peu, on le voit s'enliser, il va, à partir du moment où il a 18 ans, il commence d'abord par un premier fantasme. Et ce premier fantasme, c'est alors qu'il rentre chez lui, à quelques reprises, il va croiser sur sa route un jogger. Oui. Il ignore qui il est. Et c'est un jogger, un jeune homme de belle apparence. Et souvent, lorsqu'il fait chaud, il croise ce jogger qui n'a que des espadrilles et un short pour faire son jogging. Il est torse nu. Et Jeffrey va développer une obsession pour les torses d'hommes nus. C'est pour lui une espèce ça soulève une adrénaline, une pulsion sexuelle quasi incontrôlable. Et à un moment donné, il décide de franchir le pas, si je puis dire. Alors, il imagine un plan où il va se dissimuler, comme cet individu-là, à 2 ou 3 reprises, il l'a vu passer à peu près à la même heure, en suivant à peu près le même circuit. Il se dissimule dans un boisé sur le circuit du jogger en question. Il a avec lui un
un bâton de baseball et il se dit au moment où le jogger va passer, il va l'agresser. Et probablement, ça reste un peu difficile. A-t-il réellement prévu un plan pour la suite des choses ou entend-il simplement improviser après cette agression? On ne le saura pas et Jeffrey Dahmer ne fera pas non plus beaucoup de commentaires. Mais c'est clair qu'il se cache dans un boisé, ce bâton de baseball en main pour attaquer ce jogger, mais au moment où il le fait, le jogger en question ne se présente pas. Ou bien a-t-il changé de circuit? A-t-il déménagé? Ou a-t-il décidé de raccrocher ses espadrilles? Oui, c'est ça, de plus courir dans ce secteur-là. Ça se plus peut. courir dans ce secteur-là. Mais bref, Jeffrey Dahmer retourne chez lui un peu frustré par cette histoire-là. Mais en fait, elle continue de graviter, de percoler dans son imaginaire. Et arrive finalement son premier crime. Alors, on est toujours à cette période, il a 18 ans, on est en 1978, et il va croiser à ce moment-là, après l'affaire du jogger, il retourne chez lui un autre après-midi, et là, il voit un jeune homme qui fait de l'autostop, et ce jeune homme s'appelle Stephen Hicks. Et Stephen Hicks doit aller rejoindre des amis, il fait du stop, et il fait du stop torse nu. Alors évidemment, quand Jeffrey le voit au volant de sa voiture, pour lui, ce Stephen Hicks représente un peu un fantasme en devenir. Donc il s'arrête, le fait monter en voiture et puis il commence à discuter avec lui. Disons tout de suite ici qu'il n'y a pas d'avance sexuelle qui est faite entre Jeffrey Dahmer et Hicks, parce que probablement par son discours, Dahmer a bien compris que Stephen Hicks est hétérosexuel. Donc, les deux hommes ne font que discuter de choses et d'autres, des trucs qui intéressent des jeunes hommes de 18-19 ans. Et puis, Dahmer lui propose de venir à la maison. Faut-il se rappeler encore une fois qu'il a la maison familiale à lui tout seul. Alors, il propose à Hicks de venir chez lui. Il lui dit qu'il a de l'alcool, de la bière, et il a un peu d'herbe, ils pourront fumer, etc. Et c'est la fin des années 70, c'est la période. Stephen Hicks accepte. Et là, donc, une fois chez Dahmer, on boit quelques bières, on fume de l'herbe, et à un moment donné, Stephen Hicks mentionne qu'il doit repartir, que des amis l'attendent. Et à ce moment-là, on voit apparaître cette peur panique viscérale qui va alimenter en fait les pulsions de Jeffrey Dahmer tout le long de sa vie, cette peur d'être abandonné. Il a l'impression que lorsque Stephen Hicks lui dit qu'il doit partir, il reviendra plus, qu'il ne reviendra plus et que là, cet homme qui pendant quelques heures a été son compagnon de beuverie et pour fumer du cannabis, il a l'impression que c'est une forme d'abandon. Alors que Hicks lui tourne le dos, il va se saisir d'une haltère et le frapper derrière la tête. Hicks tombe au sol, évanoui ou pratiquement inconscient, et parce que il l'a frappé avec une haltère de poing, le genre de petite haltère qu'on tient dans le bras, d'une seule main pour se muscler le biceps, par exemple. Et donc, une fois qu'il l'a frappé et que Hicks est au sol, il va prendre une barre d'une plus grosse haltère, la fameuse l'haltère qu'on tient à deux mains, et il va utiliser la barre d'acier pour étrangler, pour étouffer Stephen Hicks. Une fois que Hicks est mort, il va le traîner, l'amener dans le vide sanitaire de la maison. Et là, on voit apparaître, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas eu apparemment de connotation sexuelle dans le crime. Mais une fois que Stephen Hicks est décédé et que Dahmer l'a amené dans le vide sanitaire, il va le démembrer, mais avant de le démembrer, il va y avoir bien sûr des attouchements sexuels et il va se masturber. Oui, une curiosité. Il va se masturber sur le corps de Stephen Hicks et ensuite il va le démembrer. Et puis une fois qu'il l'a démembré, tout ça se fait dans la même journée. Donc il rencontre Hicks en après-midi, il y a cette beuverie, il l'assassine. Il va garder somme toute à peu près le corps pendant 6 à 8 heures chez lui. Il va le démembrer. Et une fois que le corps est démembré, il place les parties du corps dans des sacs poubelles. Et il entend se débarrasser du corps en allant jeter le corps dans un dépotoir municipal.
Et c'est là, donc, ce fameux extrait qu'on a au début de la bande-annonce de la série de Netflix. Il place les sacs à ordures sur la banquette arrière de la voiture. Et alors qu'il est en route, il est tard à ce moment-là. Il est comme minuit, 1h du matin. Et Dahmer se fait intercepter parce que là, il a empiété sur la ligne centrale de la rue. Il a sur la banquette arrière les fameux sacs qui contiennent les restes de Stephen Hicks. Et donc, le policier l'arrête. Veut savoir s'il est en état d'alcool, s'il a bu, il sent la bière, bien sûr. Et son frère, c'est quelqu'un qui avait le coude quand même assez léger aussi, hein, dans sa vie. Oui, il a des problèmes d'alcool. Donc ici, il y a peut-être 2 erreurs qui vont être commises par le policier. D'abord, Jeffrey Dahmer semble en état d'ébriété. Hein. C'est peut-être la raison pour laquelle il a empiété sur la ligne blanche. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le policier lui dit « Écoute, tu as 18 ans, je veux pas te gâcher ton avenir, etc., en t'ouvrant un dossier pour conduite en état d'ébriété, donc retourne chez toi. » Mais il dit à Dahmer qu'il sent l'alcool. Il ne lui fait pas passer de test. Hein. Souvent, les policiers aux États-Unis vont faire débarquer le conducteur, le faire marcher sur la ligne blanche, essayer de compter une certaine séquence de chiffres à rebours. Il ne fait pas ça avec Jeffrey Dahmer. Il fait lui dire « Bon, tu sens l'alcool, t'es peut-être mieux de retourner chez toi. » Et lorsqu'il lui demande, le policier voit sur la banquette arrière les sacs à ordures. Il lui demande ce que c'est. Dahmer lui répond que ce sont des ordures, que ses parents ont divorcé. Donc là, il joue une carte émotive. Mes parents ont divorcé, je suis seul à la maison, c'est tard, j'ai de la difficulté à dormir. Et là, j'ai décidé, comme ça, de faire un peu de ménage. Et ça, c'est des ordures que je voudrais aller jeter au dépotoir municipal. Le policier est clairement convaincu de la sincérité de Dahmer et le laisse repartir. Dahmer, probablement parce que le policier lui a dit qu'il sentait l'alcool et qu'il serait préférable de retourner chez lui. Donc Dahmer ne prend pas la route du dépotoir municipal, mais fait demi-tour et rentre effectivement à la maison. Et là, donc, il est toujours en possession des sacs à ordures qui contiennent les restes de Stephen Hicks. Et dans le jardin de la maison des Dahmer, il y a un espèce de puisard, un tuyau, qui est un puisard. Il va placer les sacs dans le puisard et les enfoncer au fond du puisard. Et donc, à ce moment-là, merci, bonsoir, il vient de se débarrasser de sa première victime. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, à cette époque, Dahmer fréquente également l'Université de l'Ohio. Tu l'as soulevé comme argument, c'est un individu qui a des sérieux problèmes d'alcool. Ouais. Et à cause de ces problèmes d'alcool, ses résultats sont médiocres. Il abandonne l'université. Et à peu près au même moment où il abandonne l'université, son père, qui vivait au motel, décide de revenir à la maison. Il a une nouvelle compagne, donc il décide de réaménager dans la maison de Bat, la maison familiale. Et là, Jeffrey, évidemment, n'a à peu près rien à foutre. Il a cessé de fréquenter l'université, il ne travaille pas, il a des problèmes d'alcool, il boit beaucoup, ce qui n'échappe pas à son père Lionel. Et son père le force finalement à s'enrôler dans l'armée, croyant que le fait se retrouver sous les drapeaux va éventuellement le forger son caractère. Et finalement, l'alcool était plus forte que la discipline de l'armée. Hein? Absolument. C'est donc, à cause justement de ses problèmes d'alcool, après quelques mois seulement, il est renvoyé de l'armée. Donc, retour à la maison familiale. Son père trouve ça tout à fait déshonorant, alors qu'il lui dit d'aller vivre chez sa grand-mère, d'ailleurs, une grand-mère que Jeffrey affectionne particulièrement. Hein. Sa grand-mère habite West Alley, qui se trouve en banlieue de Milwaukee. Et donc, Jeffrey Dahmer accepte et décide d'aménager chez Catherine Dahmer, parce que c'est bien sûr la grand-mère du côté paternel. Donc, en 1982, on retrouve notre Jeffrey Dahmer, il a 22 ans, après l'échec universitaire, l'échec à l'armée, il se retrouve chez sa grand-mère, il va habiter là pendant 6 ans. Et puis, après avoir emménagé chez sa grand-mère, on l'a mentionné un peu en début d'émission, comme il est homosexuel, il doit se rendre compte de cet état de fait. Et il sait que sa grand-mère le jugerait de manière excessive s'il devait avouer ou s'il devait découvrir ses relations homosexuelles. Il décide de pallier à ses désirs en volant un mannequin. Dans un magasin à grande surface. Oui, à la fermeture, on le voit dans la séquence. Je vous le dis, là, la série est à voir. Là.
À la fermeture, il reste dans le magasin et vole un mannequin. Il réussit à sortir le mannequin du magasin sans déclencher aucune alarme. Il appelle un taxi, aussi simplement que ça. Il appelle un taxi, embarque dans le taxi avec le mannequin, retour à la maison de la grand-mère en question. Il passe par le garage, entre le mannequin dans la maison, et là, il va utiliser ce mannequin pendant des mois pour avoir une espèce de relation passive. Il l'habille, couche avec lui, se masturbe sur le mannequin, l'utilise un peu comme un jouet sexuel. Et il avait gardé juste le torse, hein? Oui, c'est ça. Donc, ça le plonge dans cet univers-là. Il y a une espèce d'obsession. Mais malheureusement, la grand-mère pour la suite des choses, la grand-mère trouve le mannequin en question. Et elle est un peu surprise. Elle ne connaît pas la relation, disons, un peu hors norme que Jeffrey entretient avec le mannequin. Mais il y a quelque chose de bizarre. Et elle appelle Lionel, donc le père de Jeffrey, elle l'appelle, elle lui dit « J'ai trouvé ça dans la chambre de ton fils, etc. » Et Jeffrey se retrouve tellement humilié, utilisons l'expression, insulté, humilié par ça, il décide de se débarrasser du mannequin. Donc il le met en pièces et s'en débarrasse. Et à ce moment-là, il essaie de contrôler ses pulsions. D'ailleurs, en 1982 et en 1986, il sera arrêté à 2 reprises pour exhibitionnisme. Une première fois pour avoir exhibé ses organes génitaux, la deuxième fois pour s'être masturbé en public. Okay. Mais ça n'a pas beaucoup de conséquences. Hein. C'est non, on a tourné les coins ronds là-dessus, hein, Christian, ça se peut. Oui, encore une fois, absolument. Donc, encore une fois, on a un jeune homme... qui se fait arrêter dans des situations un peu compromettantes, mais ça ne va pas vraiment plus loin. Mais bon, Jeffrey Dahmer est un monstre en devenir, il est vraiment sur une trajectoire épouvantable, et donc à l'époque où il vit chez sa grand-mère, il va tuer pour une deuxième fois. Donc il y a eu presque un arrêt de 9 ans entre le meurtre de Stephen Hicks et ce deuxième meurtre qui va avoir lieu en novembre 1987. Il fait la rencontre d'un certain Stephen Toomey, il le rencontre dans un bar gay de la ville, et de manière consensuelle, ils s'entendent pour retenir une chambre dans un hôtel de Milwaukee, qui est l'hôtel Ambassador. Ils se retrouvent à l'hôtel. Ils ont cette nuit-là des relations homosexuelles ensemble, consensuelles, comme je l'ai mentionné. Ils boivent beaucoup, vont également consommer de la drogue. Et à un moment donné, Jeffrey dira, il y a eu un blackout. Et quand il s'est réveillé le lendemain matin, il découvre le corps de Stephen Toomey aux côtés de lui. Il a du sang qui coule par sa bouche. Visiblement, Dahmer garde peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Il présume qu'il a dû le frapper à plusieurs reprises à l'abdomen ou sur la poitrine. Il l'a possiblement étranglé, mais il ne garde que peu de souvenirs de cette altercation, de ce qui a pu vraiment se passer. Donc, en découvrant le corps de Toomey, il comprend bien, il y a du sang un peu partout également, sur les draps, tout ça. Il doit se débarrasser, entre guillemets, à la fois du corps et de la scène de crime. Donc, ce jour-là, et ça, c'est intéressant parce qu'on a clairement l'impression que ce n'était pas prémédité. Il avait retenu une chambre à l'hôtel Ambassador pour la nuit seulement. Et ce jour-là, en découvrant au petit matin le corps de Toomey qui est mort dans le lit, Dahmer va redescendre à l'entrée, à la réception, demander qu'on prolonge d'une soirée, d'une nuit supplémentaire leur séjour, parce que là, il comprend qu'il doit réfléchir sur la... Ouais, et voilà. Donc, il va aller ce jour-là chercher acheter une malle qu'il va ramener à la chambre d'hôtel. Il va y déplacer le corps, il va placer à l'intérieur le corps de Toomey, va également prendre les draps, nettoyer pour qu'aucune trace ne subsiste, et il va amener le corps de Toomey chez sa grand-mère. Donc, il réussit en catimini à l'entrer, à le faire passer et entrer dans le sous-sol. Et là, il va démembrer le corps de Toomey. Puis, voilà, il va d'ailleurs garder des parties du corps, le crâne, entre autres, pendant quelques jours. Il va le mettre de côté parce qu'il va disséquer, il va démembrer le corps, mais également le décapiter. Donc, il va garder en partie des parties du corps de Toomey
probablement pour se rappeler ou garder cette envie de dire « je garde le corps avec moi ». Et donc, quelques semaines après le meurtre de Tommy, il va amener chez sa grand-mère un adolescent de 14 ans. Il y a quelques semaines seulement qui se sont écoulées. C'est intéressant de voir qu'au début, il va prendre un arrêt de 9 ans et à partir du meurtre de Tommy, on a comme l'impression qu'il s'est affranchi de ses réserves. Hein. Il est comme lancé sur une trajectoire. Donc, il va rencontrer dans un abri d'autobus à Milwaukee un jeune homme de 14 ans. Et ça, c'est suspicieux parce qu'il y a un bon écart d'âge entre les deux, là. Oui, absolument. Donc, oui, mais dans le cas de ce qui va être finalement son troisième meurtre, le jeune James Dextator, c'est un adolescent de 14 ans, mais qui offre des services sexuels. Okay. Donc, il parle avec Dahmer, et ils s'entendent sur un prix. Et Dextator accepte d'accompagner Dahmer à la maison, encore une fois, à la maison de la grand-mère, et sur place. Donc, ils vont avoir une relation sexuelle, consensuelle, encore une fois, et après coup, lui, le Dextator, lui, on voit toujours cette obsession de Dahmer. Il lui dit « Combien de temps tu peux rester ?» Et Dextator lui répond « Je dois partir au lever du jour, hein, à l'aube. » Et lorsqu'arrive l'aube, on voit ici déjà, d'ailleurs, aussi dans le modus operandi de Dahmer, un modus operandi qu'il va utiliser à maintes reprises. Il prépare des concoctions, principalement du café, qu'il va donner à ses compagnons, ses invités, qui est du café dans lequel il a placé des somnifères. Ouais. Et donc, à partir du moment où les individus tombent un peu groggy, et c'est le cas dans le cas de Dextator, il va le étrangler. Et après l'avoir étranglé, donc, il va l'amener au sous-sol. Il va garder le cadavre dans la cave pendant 1 semaine. Et lorsque sa grand-mère sort à l'extérieur, c'est un peu sordide de raconter des trucs comme ça, mais lorsque la grand-mère sort, notamment tous les jours pour aller à la messe, Dahmer sort le cadavre et l'utilise comme jouet sexuel. Donc, pendant 1 semaine, il va s'adonner à des actes de nécrophilie sur le corps du jeune James Dextator. Et puis, le 26 septembre 1988, il est arrêté pour avoir drogué et abusé un garçon de 13 ans. Et il avait amené le garçon chez lui, c'est un peu litigieux, il voulait prendre des photos. Un stratagème également qu'il va utiliser à maintes reprises. Hein. Il trouve des jeunes hommes et il leur dit qu'il veut les prendre en photo, il leur offre de l'argent, il leur dit qu'il n'y ait pas question d'attouchement, d'agression, il veut simplement les prendre en photo. Et tu l'as bien mentionné en début d'émission, il s'adresse souvent à des populations qui sont défavorisées, qui sont prêts... Pas nécessairement prêts à tout, mais qui sont prêts un peu à baisser les standards de moralité pour quelques dollars. Et c'est un peu ce qui va se passer ici. Donc, il amène ce jeune garçon de 13 ans chez lui, il le prend en photographie, il va le droguer également. Et puis, l'enfant va, lorsqu'il retourne chez lui, parce que Dahmer le laisse partir, mais lorsque l'enfant va rentrer à la maison, ses parents voient qu'il est dans un état un peu comateux. On va l'amener à l'hôpital et il va raconter un peu ce qui s'est passé, que cet homme l'a amené chez lui, le prend en photo, nu, le drogué. Et là, Dahmer va être arrêté en fonction de ces accusations. Et évidemment, il y a une date de procès qui est lancée. Bon, il va y avoir un procès pour cette fois-là. Et ce qui nous amène en mars 89, alors que Jeffrey Dahmer est en attente de son procès, il va amener chez sa grand-mère un certain Tony Sears. Ils ont une relation sexuelle consentante, mais lorsque Tony Sears lui dit qu'il doit partir, encore une fois, Jeffrey va l'étrangler. Il va l'amener dans la cave de la maison. Ce sont les mots à ne pas prononcer. Hein. Je dois m'en aller. Oui, c'est ça. Donc, il lui coupe la tête et la place dans un baril d'acétone et il va garder également les organes sexuels qu'il va se dessécher et qu'il va conserver avec lui. D'ailleurs, quand il va être arrêté 3 ou 4 ans plus tard, on va trouver parmi ses mémorabilia macabres, on va retrouver le crâne de Sears et on va retrouver également ses organes sexuels desséchés. Si on en revient à son procès, donc en attente de son procès, il tue Tony Sears et puis arrive finalement le procès pour cette histoire de gamin de 13 ans qui l'a drogué. Il est condamné à 5 ans de prison avec sursis, mais à 1 an de prison, si on peut dire un an de prison, mais c'est 1 an dans un centre de semi-liberté. Un centre de semi-liberté, ça veut dire que Dahmer peut sortir le jour,
et notamment aller travailler. D'ailleurs, il occupe un emploi dans une chocolaterie. Donc, il peut quitter le jour, aller travailler, mais le soir, il doit rentrer pour purger sa peine de soir jusqu'au lendemain matin. Est-ce que c'est comme une maison de transition au Québec, Christian? Voilà, un peu. Ça ressemble à peu près c'est une maison de supervision qui aux États-Unis s'appelle maison de semi-liberté. Donc, il fait ça. Et d'ailleurs, il doit faire une année, mais il ne va faire que 10 mois dans cette maison de semi-liberté. Comme je l'ai mentionné, il travaille dans une chocolaterie qui s'appelle Ambrosia. Ses patrons sont satisfaits de lui. C'est un employé qui est discret, qui ne fait rien de particulier. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, alors que Dahmer, je t'ai mentionné qu'il avait gardé le crâne et les organes sexuels de Tommy Sears dans le sous-sol, dans la cave de la grand-mère, mais lorsqu'il se retrouve dans cette maison de semi-transition, il n'a plus accès tous les soirs à la maison de la grand-mère. Et il a peur que la grand-mère, éventuellement, trouve le crâne de Tommy Sears et également ses organes génitaux. Donc, ce qu'il va faire, il va profiter à un moment donné d'une journée où il doit aller travailler. Il va s'assurer de quitter le travail un peu plus tôt, retourner chez la grand-mère et il va ramasser le crâne et les organes sexuels de Tony Sears qu'il va placer dans une petite boîte, une petite mallette métallique étanche là, qui est isolée et il va très hermétique pour protéger des odeurs et il va la ramener à la chocolaterie et va dissimuler cette mallette dans son propre casier. Donc, c'est assez étonnant d'imaginer que tous les employés allaient travailler chaque matin à la chocolaterie, là, chez Ambrosia, et ils ignoraient qu'à quelques mètres d'eux, dans un casier, il y avait un crâne et les organes sexuels de Tony Sears, qui était une des victimes de Jeffrey Dahmer. En mai 90, donc, sa grand-mère, éventuellement, tous ces éléments, le fait de garder un cadavre à la maison, dépecer des corps, à quelques reprises, la grand-mère, qui ne s'est jamais doutée de rien, mais a senti à plusieurs reprises des odeurs nauséabondes. Évidemment, on pense par exemple, il a gardé le corps de Dexter chez lui pendant une semaine. Il devait y avoir des odeurs dans la maison. Et à chaque fois, lorsque la grand-mère en parle à Jeffrey, il trouve tout le temps une bonne raison pour justifier ces odeurs. J'ai voulu amener un animal dans la cave pour faire de la taxidermie. Sa grand-mère sait qu'il y avait une passion pour la taxidermie. C'est ces odeurs-là. Donc, il trouve des échappatoires. Mais il continue à boire. Et ça n'échappe pas à la grand-mère. Et à un moment donné, elle lui dit, écoute, tu dois quitter. Et là, donc, il décide de faire ses malles. Et en mai 90, il emménage au 924 North 25e rue à Milwaukee, dans l'appartement 213. Le très horrible appartement 213. Des appartements, c'est un complexe d'appartements dans un quartier majoritairement afro-américain, défavorisé, qui s'appelle les appartements Oxford. Et là, bien sûr, Jeffrey Dahmer a son appartement, il est de plus en plus, il est toujours en fait ses idées de contrôle, la peur de l'abandon. Il va utiliser à plusieurs reprises, encore une fois, pour des propositions d'amener des photos, de prendre des photos, donc d'amener des hommes dans son appartement. Et durant cette période, Jeffrey Dahmer devient une figure connue des bars gays de la ville. Oui. Il ramène chez lui ces jeunes hommes sous toutes sortes de prétextes. Parfois, ce sont des gays, donc on accepte des relations sexuelles. Dans d'autres cas, il les invite pour prendre des photographies. Et il développe toutes sortes de fantasmes. On en a parlé un peu au début de l'émission. Il croit, par exemple, pour empêcher ces gens-là de le quitter, il s'imagine qu'en leur perçant un trou dans le crâne et en y vidant soit de l'eau bouillante ou de l'acide chlorhydrique, il pourra en faire des zombies et les garder pour lui seul, pour servir ses plaisirs sexuels. Ce ne sont pas toutes les tentatives qui ont fonctionné. Non, d'ailleurs, ce qui est assez horrible quand on pense à ça, c'est que ces tortures, elles se font alors que les gens sont encore vivants. Ouais. Donc, quand ils leur percent des trous dans la tête, versent de l'eau bouillante, ces gens-là sont encore vivants. Et comme tu le dis, ça ne fonctionne pas. Ces gens-là décèdent, mais ça ne l'empêche pas, lui, d'avoir des relations sexuelles avec les cadavres. Et il conserve des parties de cadavres. Et également, il va faire des incisions dans ses victimes, des incisions là, dans les chairs. Il va pénétrer ces incisions-là comme
pour avoir des relations, pour se satisfaire. Dans d'autres cas, il va prendre des muscles. Hein, il va également se développer une espèce de fascination vers le cannibalisme, l'anthropophagie. Il fait cuire des morceaux, notamment les parties les plus charnues. Donc, c'est vraiment à la toute fin, Christian, qui a commencé à avoir une curiosité à manger ses victimes. Oui, ça se développe vraiment dans cet appartement où là, il n'y a plus de repères. Hein. Il n'y a plus rien qui l'empêche. Il n'y a plus à se préoccuper que grand-maman pourrait trouver le cadavre. Ouais. Et il y a plus... Tout ça est tombé. Donc, il commence à manger des morceaux de ses cadavres. Il boit le sang de ses victimes. Il s'adonne à des actes de nécrophilie. Et là, il va se produire, on est le 27 mai 1991, il va se produire l'un des événements les plus choquants, si on peut dire, dans la saga de Jeffrey Dahmer. Il reçoit chez lui, il rencontre un jeune homme qui s'appelle Conérac Sintasomphone. Il a 14 ans. Et crois-le ou non, ce Conérac Sintasomphone, c'est le frère cadet du jeune garçon dont il a été jugé quelques années plus tôt pour agression sexuelle. Et c'est apparemment tout à fait par hasard. Donc, il rencontre ce jeune homme, il l'invite à la maison sous prétexte de prendre des photographies de lui. Et le jeune garçon se présente, accompagne donc Dahmer au 924 North Street. Et à ce moment-là, il va l'agresser. Il le drogue, il l'agresse. Et alors qu'il est toujours vivant, il lui perce un trou dans la tête et il y verse de l'acide. Mais de manière assez... Comment tout ça est fait, c'est difficile. Et comment peut-il rester vivant, c'est difficile à comprendre. Mais bref, une fois que Dahmer lui a percé un trou, lui a versé de l'acide, le jeune est toujours vivant. Dahmer sort à l'extérieur pour aller chercher de la bière. Comme le jeune est toujours vivant, il sort de l'appartement et se met à déambuler complètement nu dans la rue. Il est aperçu par deux jeunes femmes. Elles le voient nu. Elles voient, le détail un peu sordide, mais on s'excuse pour les auditeurs, il y a du sang qui s'écoule de son rectum, qui glisse, qui tombe sur ses cuisses. Okay. Donc, le jeune homme est vraiment très hagard. Il est complètement perdu. Il a l'air complètement agressé. Là, oui. Bien ensuite, ça ne se voit pas c'est assez étonnant, là, je ne suis pas médecin, là, mais Dahmer lui a percé un trou dans le crâne, il lui a versé de l'acide chlorhydrique et il n'y a aucun écoulement. Pas de sang, pas de liquide rachidien, il n'y a rien qui est visible. Donc, il y a simplement ce jeune homme complètement hagard, nu, qui se trouve littéralement à quelques mètres à peine des appartements Oxford où habite Dahmer. Donc, ces jeunes femmes, en voyant ce jeune homme, elles vont lui donner une couverture pour le couvrir. Il s'assoit sur le trottoir. Elles appellent le service 911. Les policiers arrivent et ils interrogent. Lorsqu'ils arrivent, Conérac est toujours assis sur le trottoir. Ils l'interrogent. Le jeune est complètement hagard, incapable. C'est un jeune de 14 ans. Il faut se rappeler de ça. Et les policiers l'interrogent. Il est hagard, ne répond à aucune des questions. Et sur l'entrefaite, Dahmer, qui était parti chercher de la bière, arrive sur l'entrefaite, voit la scène, il s'approche et un peu, avec une certaine nonchalance, il ramasse le jeune Conérac Sintasomphone par le bras et il fait mine de partir avec lui. Avec son petit ami. C'est comme et là, les jeunes femmes s'interposent, les policiers s'interposent. Qu'est-ce qui se passe, là? Et là, Dahmer raconte une histoire. Il dit, c'est mon amant. On s'est disputé un peu plus tôt. Je le ramène à la maison. Les jeunes femmes insistent. Non, il y a quelque chose de pas normal. Et on devrait s'interroger, ce jeune homme, du sang qui coule de l'anus, nu. Il y a quand même des drapeaux, là. Oui. Et pas les moindres. En voulez-vous, il y en a. Oui, et les policiers sont, avec une espèce de nonchalance, disent, écoutez, on va vous raccompagner. Ils accompagnent donc Jeffrey Dahmer et Conérac Sintasomphone. Ils les raccompagnent à l'appartement 213 de Dahmer. Les policiers vont rester dans l'entrebâillement de la porte. Donc, la porte, on ouvre, on entre dans l'appartement. Et là, les policiers voient sur un divan le linge de Sintasomphone qui est là. Sintasomphone, d'ailleurs, il entre dans l'appartement et va directement s'asseoir sur le divan. Comme s'il connaissait bien l'endroit. Il a l'impression d'être chez lui. Donc, quand Dahmer continue d'insister en disant « mais c'est mon petit ami », les policiers lui demandent quel âge qu'il a. Il répond « il a 19 ans ». Sintasomphone, c'est un jeune Laotien. Et c'est vrai que les gens du sud-est asiatique
ont souvent une apparence très jeune. Hein? Ils ont parfois 20 ans, puis on lui en donnerait 14 ou 15. Donc, les policiers, lorsque Dahmer lui dit il a 19 ans, comme c'est un jeune Laotien, et il y a toujours un peu cet argument où c'est vrai que dans le cas des Sud-Asiatiques, c'est parfois difficile de fixer un âge précis. Les policiers le croient. Ils voient le linge sur ses vêtements qui sont soigneusement pliés sur le divan. Le jeune est entré, il s'est assis sur un autre fauteuil. Tout semble tout à fait normal. Et Dahmer ajoute que c'est son petit ami. Il leur montre même des photographies qu'il a prises un peu plus tôt dans la soirée de Simta Samphone dans des positions érotiques. Et il dit, c'est mon petit ami. Alors les policiers, évidemment, se disent, là, on n'interviendra pas dans une espèce de dispute entre homosexuels et avec tous les préjugés que ça peut entraîner. Ouais. Donc, ils quittent l'appartement et... les policiers diront qu'ils ont également, à ce moment-là, ils trouvaient que ça sentait mauvais dans l'appartement de Jeffrey Dahmer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans la chambre d'à côté, il y avait le corps d'un autre jeune homme, un certain Tony Hughes, qui était un sourd-muet, que Dahmer avait ramené la veille dans son appartement. Elle l'avait étranglé et le jeune était dans la pièce d'à côté, mort sur le lit. Donc les policiers quittent l'endroit. Il y avait plein de drapeaux rouges. Il y avait l'odeur en plus dans l'appartement de Dahmer. Ils n'ont pas poussé plus loin leur investigation et pourtant, il y avait un cadavre dans la chambre à coucher. Il y avait ce jeune qui, si on l'avait inspecté ou on avait fait un examen médical, on aurait rapidement compris qu'il avait été agressé sexuellement. En plus, il y avait ce fameux trou dans la tête. Et cherche-moi pourquoi il n'est pas mort à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, le même soir, dès que les policiers ont eu tourné les talons et ont quitté son appartement, Dahmer a entraîné le jeune Conrad de Simta Samphone dans la chambre. Il l'a étranglé, lui a percé un autre trou dans la tête et a versé de l'acide. Le jeune est mort cette fois-là et il l'a démembré. Et... Il va jeter les parties du corps, il va garder chez lui d'ailleurs une espèce de bac, un baril dans lequel il garde de l'acide chlorhydrique. Il va jeter les restes du corps dans l'acide chlorhydrique et garder le crâne de ses victimes. Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Il a eu beaucoup trop de chance. Je crois que c'est le plus choquant de toute l'affaire de Jeffrey Dahmer, les chances et les concours de circonstances. Tout à fait. Et à ce moment-là, Dahmer se met à s'enliser également dans ces espèces de fantasmes plus ou moins occultes. Hein. Son film L'Exorciste 3 devient son film fétiche. Il s'imagine éventuellement faire un autel à l'honneur de ses victimes. Il se plaît à s'identifier à des personnages de films d'horreur, des voisins d'ailleurs. Hein, tu parles encore de ces drapeaux rouges qui sont levés. À un moment donné, des voisins vont appeler, d'ailleurs, lorsque il va emmener des victimes et les assassiner dans son appartement, des voisins vont appeler les services de police en disant « Il y a des cris qui viennent de l'appartement 213 », puis les policiers disent « Non, on n'y va pas, c'est correct, laissez faire ça ». Donc les policiers passent la main là-dessus. Des gens qui vivent dans ces Oxford Apartments vont se plaindre également aux gestionnaires des odeurs nauséabondes qui se dégagent de l'appartement 213. Et encore une fois, Dahmer trouve toujours le moyen de justifier ça en disant « J'ai un congélateur, il est tombé en panne, c'est l'odeur de la viande dans le congélateur qui fait que ça sent de cette manière-là. » Et puis, tout ça, parce que là, je vois le temps qui file, ça nous amène au 22 juillet 1980, on est en 91 à ce moment-là. Dahmer va amener chez lui un jeune homme qui s'appelle Tracy Edward. Il l'amène encore une fois sous prétexte de prendre des photographies de lui. Il prend des photographies, il l'attache avec une paire de menottes, il le drogue, bien sûr. Et là, il le force à regarder le film L'Exorciste 3, qui est, comme je l'ai mentionné, son film favori. Et durant cette réunion, cette rencontre, alors que Dahmer est véritablement dans une espèce d'état extatique à regarder le film L'Exorciste 3, Tracy Edwards réussit à s'échapper. Il sort de l'appartement et dès qu'il sort de l'appartement, il court dans la rue et il y a une voiture d'autopatrouille qui circulait dans le quartier au même moment. Il leur fait signe. Les policiers s'arrêtent. En fait, c'est assez étonnant parce que la première raison pourquoi Edwards arrête le véhicule de police, ce n'est pas pour demander l'aide des policiers, mais parce qu'il a encore
pendu à l'un de ses poignets, il a encore la paire de menottes avec laquelle Jeffrey Dahmer l'a attaché à la tête du lit. Et là, il demande aux policiers s'ils ont la clé pour le libérer. Et il est complètement nu à ce moment-là. Et les policiers n'ont pas le même type de clé parce que, bon, les clés de la police, les menottes de la police ne sont pas nécessairement les mêmes menottes qu'on peut acheter dans un sex shop. Là, avec faudrait pas. bon. Les policiers n'ont pas exactement la même clé, alors ils se décident de ramener Tracy Edwards, dans l'appartement de Dahmer pour aller chercher la clé. Et là, le type, Edwards, dit non, je ne veux pas y retourner. Il commence à raconter qu'il a été drogué, etc. Donc là, il a un récit qui est plus articulé et qui montre clairement qu'il semble y avoir eu agression. Donc les policiers veulent avoir le cœur net. Ils se présentent chez Dahmer. Dahmer essaie de jouer encore la carte « c'est mon amant », mais cette fois-là, ça ne fonctionne pas. Il y a une odeur de tout à fait épouvantable à l'intérieur de l'appartement. Et là, les policiers décident de faire une courte inspection. Et là, très rapidement, on va se mettre à découvrir des restes humains un peu partout dans l'appartement. J'ai sorti une petite liste ici, ça peut t'intéresser. On trouve des têtes et des morceaux humains dans son réfrigérateur, un cœur dans le congélateur, des squelettes décapités dans son placard, 3 torses dans un baril rempli d'acide chlorhydrique, des crânes dans des tiroirs, des organes génitaux séchés, et on trouve des dizaines de polaroïds qui montrent les meurtres, mais qui montrent également le découpage de ces corps, étape si je peux utiliser cette expression, étape par étape. Donc, Dahmer, ses photographies. Il est arrêté le même soir, bien sûr, et ça devient un des crimes très rapidement. Dès le lendemain, des rumeurs commencent à circuler, et 48 heures après, à peu près toute la presse américaine s'est saisie de cette affaire qui demeure encore aujourd'hui l'une des plus sordides de l'histoire des États-Unis lorsqu'on parle de tueurs en série. Hein. Et éventuellement, en 92, il y a le procès de Jeffrey Dahmer. Il va être condamné à perpétuité pour 957 ans de prison. Oui, en fait, c'est ça. Donc, il est condamné à perpétuité pour 15 meurtres. Et c'est assez étonnant, perpétuité pour 15 meurtres et prison à vie pour 2 autres, donc ce qui fait perpétuité plus 2 fois à vie. Et tout ça, ce sont des peines concurrentes, donc Jeffrey Dahmer ne sortira jamais de prison. Il a quand même plaidé, on a essayé de plaider la maladie mentale. Et là, bien sûr, il faut savoir que dans le cas de tous les gens, le procureur comme l'avocat de la défense reconnaissent, tout le monde reconnaît que Jeffrey Dahmer est un individu qui est malade. Mais encore une fois, il faut s'entendre sur l'aspect de maladie en fonction du droit pénal. Et l'un des critères du droit pénal, c'est de dire est-ce que Dahmer, il y a 2 éléments qui déterminent la maladie mentale ou pour rendre un individu irresponsable. Et ces 2 éléments-là sont, dans un premier temps, est-ce que l'individu était en mesure de discerner le bien et le mal? Et ou bien est-ce que l'individu devait psychologiquement suivre des impulsions qu'il ne pouvait pas contrôler? Et dans les 2 cas, l'avocat de la défense, c'est à lui de faire cette preuve-là. Il n'a pas réussi à démontrer ça. Dans un premier temps, Dahmer savait la différence entre le bien et le mal, et la preuve, c'est qu'il a fait, à chaque fois qu'il a commis des crimes, il a fait il a posé toutes sortes d'actions pour dissimuler les preuves. Alors que s'il savait que s'il avait ignoré le bien et le mal, il n'aurait pas essayé de dissimuler les corps. C'est ça, ben oui. Bon. Donc ça, le fait de vouloir dissimuler les corps montre très clairement qu'il était conscient qu'il pouvait faire la distinction entre le bien et le mal. Et ensuite, lorsqu'il a parlé avec des policiers, il a clairement expliqué que l'une des raisons qui l'a motivé à tuer ces gens-là, c'est le fait que ces gens-là voulaient partir. Et il a clairement dit dans ses déclarations que si ces gens-là ne l'avaient pas abandonné, il ne les aurait pas tués. Donc, ce qui prouve bien qu'il était capable de résister à ses impulsions. Si ces gens-là avaient souhaité rester, il ne les aurait pas tués. Donc, son envie de tuer n'était pas une impulsion irrésistible. Donc, sur la foi de ça, même si on reconnaît que Jeffrey Dahmer souffrait d'une maladie mentale, sur la foi de ça, on décide de le rendre responsable de ses crimes. Il est donc condamné donc à la perpétuité. Il est envoyé à la prison de Columbia, à Portage, au Wisconsin. Et c'est là, le 28 novembre 1994, alors qu'il est affecté à des travaux de nettoyage au gymnase, dans les vestiaires des gymnases. Il est agressé par un autre co-détenu qui le frappe. Et
c'est presque un peu la quadrature du cercle. Hein. Il le frappe avec une barre d'haltère, comme le même type de meurtre le même type d'arme que Dahmer avait utilisé pour assassiner Stephen Hicks. Donc, il le frappe avec une barre d'haltère et éventuellement, Dahmer va décéder dans l'ambulance qui l'amène au centre hospitalier. Et avec lui, disparaît une page, en fait, un des tueurs en série qui a marqué les pages de l'histoire criminelle américaine, le boucher ou le cannibale de Milwaukee. Il aura fait 2 ans et presque 9 mois en prison au total tout. C'est triste. Hein? Alors oui, c'est ça, on verse des larmes très microscopiques, mais comme tu l'as dit, il a frappé l'imaginaire, mentionné à plus des dizaines et des dizaines de fois dans la culture populaire, que ce soit des séries télé, dessins animés comme South Park, American Horror Story, les X-Files aussi se sont attardés à son cas. Et je sais pas pourquoi Katy Perry, plus que n'importe quel rappeur et chanteur qui l'ont mentionné dans ses chansons, mais quand la série Netflix de Jeffrey Dahmer dans la série, la trilogie Monster, parce qu'il y en a un qui s'en vient sur Ed Gein, qui a été l'objet d'un épisode précédent. La chanson de 2013 de Katy Perry a fait extrêmement controverse parce qu'on disait qu'elle faisait hommage et qu'elle vénérait l'apologie Jeffrey Dahmer. Exactement. Et Jeffrey Dahmer, hein, il y a aussi ce qui est intéressant dans l'affaire de Jeffrey Dahmer, on va terminer là-dessus parce que je vois qu'on a défoncé notre temps, mais les appartements Oxford ont été détruits pour empêcher qu'il y ait un culte qui se développe autour de Jeffrey Dahmer. Donc, on a rasé ces choses-là. Et pour dédommager un peu les victimes, et là, c'est un peu, c'est critiquable, la ville a décidé d'organiser une vente aux enchères pour vendre tous les objets qui appartenaient à Jeffrey Dahmer, qui avaient été saisis dans son appartement. Son congélateur, ses instruments, sa drill, sa perceuse et tout le reste. Et c'est finalement un homme d'affaires, un riche homme d'affaires de Milwaukee qui a tout acheté, tous les objets, il les a achetés. Il a versé cet argent-là à un fonds caritatif pour les victimes d'actes criminels et il a fait détruire tous ces objets-là. Il les a rassemblés et tous ces objets-là ont été détruits pour être certain qu'il n'y aurait pas un trafic de ces objets-là éventuellement sur le marché noir, le trafic d'objets, parce qu'on le sait, hein, une lettre signée par Charles Manson, une peinture faite par Ed Gein ou des trucs comme ça, ce sont des objets qui attirent énormément. Il y a tout un commerce un peu macabre qui se développe autour de ça et malgré que les autorités ont souvent voté des lois pour empêcher les criminels de tirer profit de leurs crimes, il n'en demeure pas moins que on ne peut pas empêcher des gens de tirer. Si l'assassin ne peut pas tirer profit de ces crimes, ça ne veut pas dire que d'autres personnes qui récupèrent ces objets-là, eux, ne peuvent pas capitaliser sur ces affaires-là. Donc, ça a été une bonne décision que de détruire tous les objets qui ont appartenu à Jeffrey Dahmer. Mais dernière question, promis, Christian, ces lunettes, elles ont toujours existé puis elles étaient en circulation dans le marché des collectionneurs ou des musées, du moins. Oui, absolument. Oui, hein? J'ignore, parce que Jeffrey Dahmer avait plusieurs paires de lunettes, et la paire de lunettes qui a beaucoup circulé, c'est une des paires de lunettes qu'il aurait eu en prison. Pas qui avait été saisie dans son appartement, qu'il aurait eu en prison. Et apparemment, les paires de lunettes se seraient retrouvées sur le marché noir parce qu'elles auraient été récupérées par un des gardiens du pénitencier qui les aurait vendues. Et c'est comme ça qu'elles se seraient retrouvées sur le marché. D'accord. Mesdames et messieurs, notre suspect X de la soirée, Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. Christian, c'est toujours un plaisir. On a le droit de défoncer dans cette émission-là. On peut en profiter. Et ça valait la peine ce soir. La semaine prochaine, on vous réserve une surprise. Si tout va bien, j'en dis pas plus. On se retrouve lundi prochain, mon cher. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ciao. Bye.